quoi ça a servi de faire tout ce ramdam pour la réforme des retraites si finalement on peut partir 18 mois avant l'âge légal, payer 75% du salaire sans bosser? Oui, il y a beaucoup d'émotions chez beaucoup de Français. Hmm. Parce qu'ils ont le sentiment que la loi n'est pas la même pour tous. Et que les grandes réformes qu'on conduit, il y a des places fortes qui peuvent s'en abstraire. Je vais préciser les choses. Il s'agit d'un accord conclu avec les contrôleurs de la SNCF qui ont donc obtenu une forme de dérogation à la loi de réforme des retraites. Les syndicats disent d'ailleurs que c'est une forme de vengeance, de revanche sur la réforme des retraites, puisqu'ils pourront donc partir 18 mois avant l'âge légal avec 75% du salaire. Alors je vois bien ce qu'on va répondre, ce que la SNCF, parce que vous avez dit tout à l'heure que c'était l'État. Disons que la SNCF, c'est l'État qui est actionnaire à 100%. C'est vrai, mais c'est l'entreprise, la SNCF, qui a fait cet accord. Et il est vrai que l'État avait suggéré que ce soit une négociation sur les fins de carrière. Mais bon, vous voyez bien... non, je pense que c'est un très inquiétant exemple. Le message qui est envoyé, le signal qui est envoyé à tous ceux qui ont fini par accepter l'idée qu'on ne pourrait pas avoir de système de retraite équilibré si tout le monde ne faisait pas des efforts. Et les efforts qui ont été annoncés, on peut même s'interroger pour savoir s'ils suffiront. Et donc, tous ceux qui ont accepté cette idée, ils se trouvent aujourd'hui avec le sentiment qu'ils sont c'est eux qui vont faire les efforts. Vous vouliez dire les dindons de la farce ? Oui, je ne veux pas employer des mots comme ça, mais que c'est eux qui vont faire les efforts et qu'il y a des places fortes. La SNCF en est peut-être une. Il y a beaucoup d'interrogations autour des contrôleurs aériens. Il y a sûrement à la RATP des inquiétudes sur ce sujet. Je précise d'ailleurs les choses. Un accord a été obtenu, et c'est une information RMC. Alors là, pas sur les fins de carrière, mais sur notamment la mobilisation cet été. Ce sera 1 600 € pour tous les agents qui seront mobilisés cet été et jusqu'à 2 500 € de prime pour les conducteurs les plus mobilisés. Ça, c'est un accord qui a été obtenu ce matin avec évidemment une forme de menace de grève pour les Jeux Olympiques. François Bayrou. La menace n'est pas acceptable. L'accord est compréhensible. Si on demande des efforts particuliers pendant une période particulière où d'habitude les gens sont en vacances, alors il est normal qu'il y ait une compensation, puisque tout l'été va être évidemment mobilisé pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Donc ça, c'est normal. Mais le signal qui est envoyé, c'est absolument certain que c'est un signal qui est, par les Français, mal vécu et à juste titre. Parce que s'il y a des efforts demandés à la totalité de la nation, il n'y a pas de raison particulière, de pénibilité, parce que je ne crois pas qu'il y ait une pénibilité particulière. Il y a des contraintes, on n'est pas chez soi pendant les week-ends, tout ça est vrai. Mais je précise d'ailleurs que les contrôleurs des trains, qui se sont donc vus obtenir cet accord, avaient déjà une retraite plus tôt que les autres, précisément pour tenir compte de ce que vous disiez. Le départ était normalement à 59 ans. Il pourra donc se faire 18 mois avant, comme je le disais, avec 75% du salaire. Et que la SNCF a donc coûté 20 milliards d'euros aux contribuables en 2022. Est-ce que vous considérez que dans le temps actuel, et là c'est vraiment aussi au haut-commissaire au plan que je m'adresse, François Bayrou, dans le temps actuel, avec les perspectives économiques de la France, avec la situation des finances publiques... Et celle du régime des retraites. Et celle du régime des retraites, ça vous paraît le bon timing et le bon message ? Je pense que il n'y a d'efforts acceptés que que ces efforts sont marqués d'un sentiment de justice. C'est-à-dire si toutes les catégories de la population qui n'ont pas de contraintes particulières, physiques, de fatigue exceptionnelle, les suivent, ces efforts. Autrement, c'est ressenti comme, évidemment,
c'est toujours les mêmes qui en profitent et c'est toujours les mêmes qui font les efforts. Et donc, non, je pense que ce n'est pas... Alors, je vois très bien que c'est un petit enjeu parce que le nombre de personnes qui vont être concernées par cette décision doit être réduit et que j'imagine ça ne va pas coûter des centaines de millions, mais je pense que c'est un mauvais signal. Je le disais, la situation des finances publiques, un mot quand même de ce qui se passe demain, c'est l'agence de notation Moody's qui va rendre sa copie, c'est-à-dire cette agence de notation, et je reprécise bien les choses, il y en a deux très importantes, Fitch et Moody's. Moody's, c'est demain, c'est eux qui analysent en quelque sorte la situation économique à moyen terme de la France et qui disent au reste du monde qui prête de l'argent tous les jours sur les marchés pour payer la dette de la France, qui leur disent écoutez, voilà le risque que vous prenez en prêtant de l'argent à la France ou non. Et en fonction de cette note, si elle est dégradée ou non, évidemment, ceux à qui on emprunte de l'argent rechigneront davantage à en prêter à la France. Vous êtes confiant, François Bayrou ? Comme vous savez, cette note a déjà été abaissée plusieurs fois ces dernières années. Plusieurs fois. Et puis c'est à mettre en relation avec quelque chose qu'on fait semblant d'ignorer, c'est que les États-Unis ont un déficit et une dette qui est beaucoup plus importante encore. Ils dépendent de moins de monde, ils ont leur propre système économique. Nous avons notre propre système économique. Ça ne vous inquiète pas, donc ? Notre propre monnaie. Non, j'aurais préféré que... Je vous ai connu plus rigoureux sur les histoires de dette et de déficit. J'ai été... comme vous le rappelez gentiment, j'ai été celui qui a mis la question de la dette au cœur du débat public français. J'ai même fait des campagnes présidentielles avec ce sujet comme un des sujets principaux de l'avenir du pays. À l'époque, on ne m'a pas écouté. Et je pense que la situation serait très différente aujourd'hui. Mais la dette, il y a deux manières de l'utiliser. Il y a la dette qu'on mobilise pour des investissements, pour moderniser le pays, pour construire des universités, pour construire des hôpitaux, pour avoir des laboratoires de recherche qui nous permettent d'être à la pointe de l'activité mondiale. Et il y a, hélas, la manière dont on l'a utilisé en France, tous les gouvernements successifs, jusqu'en 2017 en particulier, et puis depuis le Covid et depuis la guerre en Ukraine, qui est une dette de fonctionnement quotidien. On utilise la dette pour les dépenses quotidiennes. Ceci n'est pas une bonne orientation. La bonne orientation, c'est de mobiliser notre capacité d'emprunt pour équiper le pays et en faire un pays productif, moderne, capable de faire naître des richesses. Ça sert à ça. Et nous avons, comme vous savez, publié des études sur la dette dans laquelle nous recommandions cette méthode de endettez-vous, mais pour investir. Simplement, aujourd'hui, nous devons regarder le caractère inquiétant du monde. Alors, Poutine a déclenché l'entrée dans un cycle nouveau qui est la loi du plus fort. C'est... la loi du plus fort militaire et toutes les autres lois du plus fort qui font que l'Europe se trouve aujourd'hui dans une situation précaire. Et j'imagine que c'est ce que va dire le président de la République. Dire, précisément, est-ce que ce n'est pas c'est-à-dire c'est une des raisons invoquées pour effectivement cette dérive en quelque sorte budgétaire et cette mauvaise conjoncture internationale, mais c'est aussi un moment où on aurait encore plus besoin d'être solide financièrement. Oui, je pense que heureusement nous avons l'euro et nous avons la Banque Centrale Européenne, ce qui fait qu'on est solide. Imaginez ce qu'aurait été la situation d'un pays comme la France, qui du point de vue des finances publiques est depuis des décennies en situation fragile, si la vague de l'inflation était arrivée et que nous avions nos seules épaules pour y résister. Les efforts promis, c'est-à-dire 20 milliards d'économies ou en tout cas de non-dépenses qui étaient promises et qui ne seront finalement plus versées cette année et des efforts encore supplémentaires l'an prochain sans augmenter les impôts, ça vous paraît la bonne recette ? En tout cas, c'est un effort dont tout le monde voit bien qu'il permet de rééquilibrer une partie de la situation. Mais moi, je veux insister sur le fait que dans le monde comme il est devenu aujourd'hui, pas comme il était en 2007, dans le monde tel qu'il est devenu aujourd'hui,
les puissances de la planète, la Chine et les États-Unis, mobilisent des sommes absolument considérables pour maintenir, soutenir leur activité et pour prendre le contrôle des grandes technologies, du numérique par exemple, du cloud, de tout ce qui va faire le cadre des sociétés qui viennent est menacé d'être contrôlée par de très grandes puissances. Et l'Europe, qui a 500 millions d'habitants, qui est plus peuplée que les États-Unis, l'Europe est en situation aujourd'hui d'être, d'une certaine manière, assiégée. Et si on ne se rend pas compte que c'est ça, alors assiégée militairement, assiégée commercialement, assiégée par la prise de contrôle de très grandes entreprises et de très grandes technologies contemporaines, songez à l'intelligence artificielle par exemple. Pour vous, l'Europe aujourd'hui est menacée. L'Europe est aujourd'hui en risque. L'Europe est aujourd'hui en risque d'être soumise aux très grandes puissances que nous avons nommées. Alors Poutine, ça se voit, parce qu'il vient avec des bombes, des obus et des drones. Au fond, pour vous, il y a Poutine, il y a la Chine et il y a les États-Unis. Et au milieu, il y a l'Europe qui... Et il y a l'Iran. Ce que l'Iran est en train de répandre et dont on a vu le 7 octobre le début, et qui a lancé un drame historique qui est celui qui est en train de se passer dans cette partie du monde, à Gaza en particulier. Ça a été voulu. Et ça a été voulu pour empêcher que la paix ne progresse. Parce que y avait des ferments de paix. Il y avait l'Arabie Saoudite, il y avait le Maroc. Les accords d'Abraham. Qui étaient en train de donner corps aux accords d'Abraham, comme on dit, puisque c'était ce front de paix qui était en train de se construire. Et ce qu'a choisi l'Iran, l'Iran a souhaité le drame. Par ses affidés, et notamment par le Hamas, le 7 octobre, ce qu'a choisi l'Iran, c'est de créer de l'irréversible. Et de créer de l'irréversible avec une arme, qui est l'horreur. L'horreur, le 7 octobre, selon moi, elle n'était pas un dégât collatéral, comme on dit, un accident, des dégâts comme il y en a dans les guerres, hélas. C'était voulu. C'était pour qu'il devienne impossible de faire la paix. Et donc, vous voyez, la Chine, les États-Unis, ce qui se passe en Iran, et l'affaiblissement interne de l'Europe, la démographie européenne. Le fait que nous sommes une partie de la planète qui, au fond, consciemment ou inconsciemment, renonce à une partie de son avenir. Et si on ne voit pas que l'Europe est en risque, que la situation aujourd'hui, et notamment le cadre des élections européennes, c'est que les Européens, et parmi eux les Français qui ont toujours été, et qui sont depuis 7 ans, une puissance motrice. Hein, on est une locomotive. On le reste. On le reste, on l'est, et personne aujourd'hui ne le discute, je crois. Cette Europe-là, elle est en situation de risque et de fragilité. Et si elle ne se mobilise pas... Quel doit être le sursaut pour vous, François Bayrou? Parce que le théâtre, ce que vous dessinez est effectivement, objectivement assez tragique. Mais quelle est la réponse? C'est-à-dire, quelle est la réponse? La réponse, c'est l'unité, c'est la mobilisation des volontés, c'est la décision ou la détermination d'aider ceux qui... Est-ce qu'il faut une Europe de la défense? Il faut une Europe de la défense. Est-ce qu'il faut une Europe plus fédérale? Vous l'avez sans doute vu. Il y a eu cet appel dans le Figaro hier de 50 personnalités pour un référendum sur le tour de vis, ce qu'ils appellent le tour de vis fédéraliste de l'Union européenne. Ils parlent d'une dérive, c'est signé notamment par Arnaud Montebourg, par Marcel Gauchet, par Pierre-André Taguieff, qui disent qu'il y a une dérive, un projet de réforme des traités qui généraliserait les règles de la majorité. C'est-à-dire pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. L'Europe, aujourd'hui, il y a un certain nombre de points sur lesquels il y a une forme de droit de veto des nations qui, si elles ne votent pas, ça n'est pas adopté. Si c'est une majorité simple, ça veut dire qu'il y a des pays qui peuvent, comme la France, ne pas voter et que les choses se fassent malgré tout. Est-ce que vous y êtes favorable? Ça permet d'avancer plus vite, mais parfois au mépris des nations. On est en train de déformer la réalité. Alors, par des craintes peut-être de bonne foi, mais ces dénonciations ne sont fondées sur rien de vrai.
Euh, Actuellement, c'est la règle de l'unanimité. Vous voyez bien que la règle de l'unanimité, elle est elle aussi fragile, parce que pour mettre tout le monde disant oui autour de la table, on peut imaginer des règles de majorité. Mais ces règles de majorité qualifiées sont telles que un grand pays comme la France et les grands pays fondateurs de l'Union européenne, l'Allemagne, l'Italie, ne pourront pas être mises en minorité. Et d'ailleurs, je pense qu'il est nécessaire de prendre toutes les précautions sur ce sujet. Il faut, d'après vous, être vigilant là-dessus, ça veut dire quoi? Non, je pense que dans le passé, je vois au moins 2 sujets sur lesquels nous aurions pu être mis en difficulté, et nous ne l'avons pas été parce que nous avions la capacité de dire non. La guerre en Irak, beaucoup des pays européens étaient sous la coupe des États-Unis. Et la France a eu la force et l'autorité de dire non. Et le nucléaire. Il y a eu un moment, comme vous le savez, où la position de la France qui dit nous voulons construire, des centrales nous nucléaires, voulons continuer à avoir un équipement électronucléaire, c'était terriblement discuté. On a essayé de nous mettre en minorité sur ce sujet. On n'y est pas arrivé, heureusement. François Bayrou, vous serez sur la liste? Si j'ai dit au président de la République, si on me le demande, si on me le demande, non, mais rassurez-vous, c'est pas pour être dans la partie éligible de la liste. C'est bizarre d'ailleurs ça. Pardon, François Bayrou, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre ça. En fait, on nous dit pas qui seront les éligibles, mais par contre on nous dit qui seront les non éligibles. C'est pour faire de la figuration. Non. Là encore, pour l'instant, on n'a ni les numéros 2, ni les numéros 3, ni les numéros 4 de la liste. Ça va venir, et les autres non plus. Et donc, si, les autres listes ont commencé à donner. Il y aura naturellement dans les jours qui viennent une publication de listes, et c'est normal, mais la liste a voulu attendre le discours du président de la République, qui n'est pas à strictement parler un discours de campagne, qui est une adresse à la nation. C'est une interpellation du pays, en disant, j'imagine en tout cas... Le sursaut auquel vous-même vous appelez, François Bayrou. Le sursaut et la prise de conscience de la gravité de la situation.